sur un sujet qui a cristallisé les attentions cette semaine avec la remise du rapport dans le rôle que a joué la France au Cameroun avant et bien après l'indépendance du Cameroun. Le rapport a été remis cette semaine, précisément mardi dernier, du côté du palais de l'Élysée au président français Emmanuel Macron, en présence du représentant personnel du chef de l'État camerounais, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mbonda-Yolo, accompagné d'une forte délégation. Le rapport doit également être remis au plan camerounais dans les tout prochains jours. Et nous, on va se poser la question de savoir si dans ce contexte international marqué par le sentiment, la montée en puissance du sentiment anti-français en Afrique et notamment dans ses anciennes colonies, est-ce que la France peut jouer la transparence dans l'accession des archives nationales et même pour le pays afin que les Camerounais puissent savoir exactement quel est le rôle que la France a joué dans la répression des mouvements indépendantistes et nationalistes du Cameroun, mais aussi dans le pillage des ressources non seulement humaines, mais également du sol et du sous-sol. Et bien évidemment, on parlera de quelques autres sujets d'actualité en entrée de cette émission qui ont marqué l'actualité cette semaine. Avant d'accueillir Edith Takumba sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous suggère d'abord de regarder l'éditorial de Yannick Efila. L'histoire, elle est souvent racontée par les vainqueurs. Celle du Cameroun, dans ses épisodes pré-indépendance, ne déroge pas à cette règle. Entre 1945 et 1971, l'histoire de notre pays a été écrite à l'encre de la puissance tutélaire de l'époque, la France. Les combattants pour l'indépendance ont été présentés comme des terroristes et les massacres perpétrés par l'armée française puis par celle camerounaise, notamment dans les régions de l'Ouest et du Centre, particulièrement au Pays Bassa, ont volontairement été occultés de l'histoire du Cameroun version française. Le rapport de la commission mémoire créée en février 2023 par Emmanuel Macron avec pour but d'éclaircir le rôle et l'engagement de la France dans la répression au Cameroun entre 1945 et 1971 vient d'être remis au président français. Le même rapport sera transmis à Paul Biya ce 28 janvier afin que les deux chefs d'État soient au même niveau d'information et que chacun d'eux puisse apprécier les conclusions des travaux effectués par la commission dirigée par l'historienne Karine Ramondi et l'artiste Blissy. C'est une chose que de transmettre un rapport relatif aux violences initiées par la soldatesque française au Cameroun avant, pendant et après l'indépendance, c'en est une autre que le président français, que la France sort avec les conclusions du dit rapport. Plusieurs témoignages font état de ce que le napalm, par exemple, fut expérimenté pour les premières fois en terre camerounaise pendant cette période particulièrement sanglante de notre histoire. Un sang qu'on a soigneusement effacé de nos livres d'histoire avec la complicité de certains de nos compatriotes qui, plusieurs siècles après l'esclavage et plusieurs décennies après la colonisation, continuent de penser que leur salut viendra de leur nègre de salon qu'ils revendiquent sans la moindre honte. Il est donc temps que l'histoire du Cameroun soit écrite selon les différentes parties prenantes et que la France reconnaisse et assume le rôle davantage négatif qu'elle a joué au Cameroun pendant la période allant de 1945 à 1971. En attendant la publication des conclusions de la commission mémoire, on espère que Paris finira par accepter sa responsabilité dans plusieurs exactions commises sur le territoire camerounais pendant ces 26 années dites de Brest. Si le président Emmanuel Macron a finalement reconnu le rôle joué par la France dans les morts causées pendant la guerre d'indépendance en Algérie, il n'y a pas de raison que l'on qu'il ne le fera pas également en ce qui concerne le Cameroun sur dimanche et à dimanche prochain. À dimanche prochain, Yannick Efila, qui est le rédacteur en chef à la rédaction centrale de la radio Satellite FM, qui émet sur Yaoundé, sur le 96.5 MHz et qui reprend notamment cette émission en direct sur ses antennes. Donc si vous êtes à Yaoundé et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous connecter devant votre petit écran, tout simplement vers votre poste récepteur ou encore sur votre téléphone et vous recevrez l'émission en direct. Edith Takumba, bonjour. Bonjour Louis-Jean, bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4 que nous retrouvons encore ce dimanche pour les fêtes de la semaine. Première articulation de cette émission. Et on commence les fêtes de la semaine par la lutte contre l'insécurité dans la ville de Yaoundé et la grande criminalité. Le préfet du département du Mfundi qui vient d'interdire le port et la détention des armes blanches dans les lieux publics. Dans un communiqué publié vendredi dernier et les relayé abondamment sur les réseaux sociaux, le préfet du département du Mfundi, Emmanuel Digden, a interdit le port et la détention des poignards, machettes, lames,
ciseaux rasoirs, outils tranchants ou pointus en milieu inapproprié. Une mesure qui vise à renforcer la lutte contre les actes de violence et de criminalité qui vont grandissant dans la ville de Yaoundé et qui sont le plus souvent perpétrés à l'ère de ces armes blanches. Notons qu'il y a quelques seulement, une dame a été violée et assassinée au couteau au quartier Kondengi. Non loin de là, 4 véhicules ont été attaqués et dépouillés par des individus armés de poignards, d'écailles et bien d'autres ont motivé cette décision du prophète Junfundi qui veut garantir la sécurité des citoyens et assurer le public au sein de sa circonscription administrative. Dans son arrêté préfectoral, l'administrateur civil principal qui annonce des contrôles musclés a mis en garde tous les contrevenants qui seront appelés et déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Continue avec l'économie, l'affaire Faubert Gabon qui a eu gain de cause au Gabon et qui vient de relancer le débat autour de Congelcam, dont les tensions avec le port autonome de Douala et particulièrement la régie à terminal à conteneurs qui ont impacté sur l'approvisionnement poisson dans les marchés. Alors que le groupe agroalimentaire camerounais Faubert a été au Gabon après des accusations qui avaient suscité une vive polémique et terni son image, l'opinion nationale s'interroge sur l'avenir de Congelcam au Cameroun qui subit toujours les affres du qui l'opposait à la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Rappelons que c'est en février 2023 que la RTC avait accusé la société de l'homme d'affaires Sylvestre Kouchingue de saturer son parc avec 626 conteneurs de produits frigorifiques. Après plusieurs mois de stationnement, la régie du terminal à conteneurs avait sommé le géant de la poissonnerie d'enlever ses marchandises au grand désarroi de l'entreprise qui avait refusé de mener l'opération, invoquant une défaillance de fonctionnement de la chaîne de froid du port qui avait entraîné le pourrissement de 400 cargaisons. Et depuis lors, la société des congelés du Cameroun, qui a perdu près de 13 milliards de francs CFA dans cette affaire, peine à approvisionner les marchés. Les conséquences de cette crise sont visibles auprès des consommateurs qui se plaignent de la rareté et de la cherté des fruits de mer, desquels le maquereau. Ces derniers appellent d'ailleurs les pouvoirs publics à prendre des mesures visant à accompagner Congelcam, principal fournisseur des produits halieutiques, qui fait preuve de résilience pour assurer le service minimum malgré les difficultés auxquelles l'entreprise citoyenne fait face. Présidentielle 2025, l'imprimerie nationale, grand acteur du processus électoral, s'active pour être à la hauteur de cette échéance présidentielle. Au moment où les partis politiques peaufinent les stratégies pour l'élection présidentielle, d'autres, à l'instar de l'imprimerie nationale, se mobilisent pour marquer leur participation à ce grand rendez-vous de la vie politique de notre pays. Placé sous la tutelle du ministère de la Communication, l'institution dirigée, j'y arrive, des mains de maître par Pierre Nolasque Oyono Bika, s'active tant sur le plan technique que logistique pour assurer son rôle d'unité de production et de sécurisation de tous les documents officiels relatifs à cette élection. Loin des conditions difficiles que l'établissement public a traversées, le nouveau top management a engagé de nombreux projets visant à donner un nouveau souffle à la structure qui a pour mission d'imprimer les journaux officiels, les documents administratifs, d'éditer les textes législatifs ou réglementaires, entre autres. La réorganisation de l'imprimerie nationale en novembre 2023, président de la République, son Excellence Paul Biya, a été un véritable catalyseur pour la structure qui enregistre des avancées notoires. Notons qu'au cours de l'année 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires record de 3,4 milliards de francs CFA. Le top management, dont l'engagement sans faille, entend renforcer son objet social et poursuivre la mise à niveau de son plateau technique pour être à la hauteur des défis qui l'attendent au cours de cette année électorale. Merci à vous et Dita. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ce sera avec le même plaisir. Bon débat. Excellent dimanche à vous, mesdames, messieurs. On observe une transition à la régie et juste derrière on revient pour accueillir nos différents invités.
Retour sur la suite de cette émission. Retour sur le plateau de Club d'Élite, toutes nos excuses pour ces désagréments, ce sont les aléas du direct, mais tout est rentré dans l'ordre pour enfin accueillir nos invités sur le plateau. D'abord, à ma droite, le professeur Joël Meilleux. Professeur, bonjour. Bonjour, Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, c'est un plaisir d'être là. Alors, professeur, on vous accueille avec cette activité autour de vous et qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine avec la une du quotidien Réalité Plus de notre confrère Paul Ngouari Kindji. D'abord, qui revenait sur le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. On a justement la une, merci à la réalisation, qu'il accusait d'avoir pris quelques millions de francs CFA dans une affaire qui se serait passée dans le passé. Mais ce qui a attiré l'attention des Camerounais, c'est que la publication de cette une, Paul Ngouari Kindji est revenu avec une autre une où il se contredisait pour dire que le professeur Abba Oyono n'avait jamais été impliqué dans un quelconque détournement, où il publiait notamment cette une qu'on a à l'antenne en ce moment, accompagnée d'une lettre d'excuses, et puis une version a fuité sur les réseaux sociaux à travers certains lanceurs d'alerte qui disent qu'ils auraient approché Paul Ngouari Kindji, mais aussi le professeur Abba Oyono, qui leur aurait dit que justement c'est vous qui êtes à la commande de la une contre le professeur Abba Oyono et que c'est le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui vous aurait envoyé avec un papier où le reportage était déjà rédigé, lui avait remis pour publication en lui disant que le professeur Abba Oyono le régime. Qu'en est-il exactement? Écoutez, j'ai eu l'occasion déjà sur un autre plateau de ce que je pense de cette petite histoire. Et là, vous me donnez l'opportunité, certainement à un auditoire un peu plus large au regard de l'intérêt que votre émission suscite auprès des Camerounais. Écoutez, moi j'ai lu la lettre de pardon de Ngouari. Je n'ai vu nulle part où il indiquait que le ministre d'État ou le professeur Moyolo l'a contacté de quelque manière que ce soit. Et puis j'ai lu la sortie d'un lanceur d'alerte qui dit que les proches du professeur Abba Oyono lui auraient dit qu'il y a eu une démarche comme celle-là. C'est tout simplement dommage parce que si vous avez regardé les échanges épistolaires, mais les plans scientifiques, enfin pas scientifiques, la production de mon collègue après que le ministre d'État fait l'annonce du paiement de la prime du quatrième trimestre. Ce collègue s'est laissé aller à un ensemble de déclarations. Maintenant, si un directeur de publication fait un article dans lequel il indique que ce collègue a perçu 34 millions depuis 10 ans, ce qui est tout à fait logique, hein. Ce n'est pas une accusation, c'est-à-dire que si vous faites le cumul entre chargé de cours, chargé de cours et de maître de conférence, ça fait à peu près ça. C'est-à-dire c'est pour les chargés de cours, c'est 680 000 francs tous les trimestres. Pour les maîtres de conférence, c'est 860 000. Vous faites ça en 10 ans, ça fait les 34 millions. 34 millions. Oui, c'est une polémique. Perçu, oui, il faut faire la recherche. Donc c'est son droit. Donc c'est une polémique, je dis, inutile. Maintenant, sauf que... Mais est-ce que vous avez rencontré... La question que les Camerounais se posent, est-ce que vous avez rencontré Paul Ngouari Kindji? Écoutez, là j'ai deux versions. Il y a une version, ça c'est celle d'abord, c'est pas celle du journaliste. Le journaliste dit, j'ai fait une enquête, je me rends compte que je me suis trompé sur ce que j'ai dit. Moi, je m'en tiens à ce que le journaliste dit. Ça, c'est la déclaration du journaliste. Maintenant, il faut bien se dire que nous sommes en 2005. Et des phénomènes comme cela seront récurrents.
selon récurrent. Donc vraiment, pour moi, c'est un épiphénomène. Je suis habitué à... Est-ce que c'est par hasard que votre nom est sorti dans cette affaire? Écoutez, j'étais responsable... Il n'y a pas de fumée sans feu. J'étais responsable... Pourquoi ce n'est que votre nom, alors que vous n'êtes plus responsable de la communication? Alors, si vous allez dans les groupes constitués essentiellement d'enseignants du supérieur, vous vous demandez pourquoi est-ce que mon nom peut être facilement cité. Vous êtes très proche du ministre d'État? Je suis proche du ministre d'État, j'appartiens à des groupes. Je vais dire quoi, mon hyperactivité dans ces groupes, mon soutien affirmé au chef d'État fait de moi une cible logique. Et donc pour moi, écoutez, pour moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne saurait déstabiliser celui que je suis, encore que vraiment, qu'est-ce que ça représente dans notre environnement. Et puis mis dans le contexte actuel, c'est ça que j'ai dit, que 2025, comme on dit que va aller vite, il faudrait être résistant. Donc, mais pourquoi le professeur Abayono, lui, il renonce à avoir touché à cette prime? Il dit qu'il ne se reconnaît pas, il n'a jamais eu les 34 millions en 10 ans de primes de recherche dont vous parlez, alors que vous nous dites sur le plateau que c'est... Mais c'est même logique, c'est une logique pour peut-être que les enseignants-chercheurs, les enseignants... Mais oui, peut-être que le DP a eu des... Et puis dites-vous bien que... Et ce qui est amusant dans l'affaire, c'est que quand vous attaquez au paiement de la prime, c'est pas au ministère Femme que vous attaquez uniquement, parce que le ministère Femme ne paye pas la prime. C'est le ministère des Finances qui paye la prime. Est-ce que dans sa dénonciation, dans le fait qu'ils disent que rien n'est payé, les gars des Finances ne peuvent pas dire on envoie la preuve de ce que vous avez perçu de l'argent? Mais ça peut être logique. Peut-être peut faire un lien avec le fait que dans les groupes WhatsApp des enseignements supérieurs, je suis celui qui attaque le plus pour dire que tu racontes que ce que tu dis n'a pas de fondement. Alors donc... je reste, je dirais même pas serein, parce qu'en fait, je vous ai dit que ce genre de questions, pour moi... c'est important, hein, c'est important. Non, je comprends la démarche, mais je dis... exactement ce qui se passe. En tout cas, merci à vous, professeur Joël Moyolo, d'avoir fait cette mise au point. Et si jamais le professeur Abayono aussi nous c'est un droit de réponse, en tout cas, on est là pour répondre. Alors, Denis Ongba, bonjour. Bonjour Bruno, merci de m'avoir invité. Bonjour aux co-discutants. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire national des médias au ministère de la Communication. Et tout à l'heure, Edith Akumba est revenu sur une actualité d'une entreprise qui est placée sous la tutelle du ministère de la Communication, donc l'Imprimerie nationale, qui est en train d'affûter ses armes pour mieux se parer par rapport à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et depuis la nomination donc, de Pierre Oyono-Bika à la tête de cette imprimerie nationale en juin 2023 par le président de la République, cette structure d'État qui a pour rôle, et Edith Akumba le rappelait tout à l'heure, l'impression, la normalisation et le marquage anti-contrefaçon à titre exclusif des imprimés administratifs relevant des domaines de la souveraineté et de la sécurité étatique, mais aussi l'impression des journaux officiels, l'édition des textes à caractère législatif ou règlement et bien d'autres, ne cesse de faire sa mue. Aujourd'hui, quels sont les défis ou alors les enjeux de l'imprimerie nationale par rapport à l'élection présidentielle, parce qu'on sait que c'est elle qui est en charge d'imprimer tous les documents relatifs à cette échéance électorale. Merci Bruno de me donner l'opportunité de dire deux ou trois choses sur l'entreprise historique qui est, comme vous l'avez dit, placée sous la tutelle technique du ministère de la Communication. L'imprimerie nationale est l'une des plus vieilles imprimeries du Cameroun, qui est née, été créée par l'oncle, l'État a repris, et que l'État réussi à maintenir dans son giron malgré les difficultés. À un moment donné même, on avait pensé que l'État allait soit céder cette entreprise ou tout simplement la fermer. Mais le président de la République l'a maintenu dans le giron de l'État par un certain nombre de pensions, par appui, à maintenant cette entreprise pour le rôle essentiel qu'elle joue, à savoir, comme vous l'avez bien dit, la production des documents sécurisés. Mais il y a eu un élément important dans son histoire, c'est que en 2023, le président a pris un décret important, 2023/500 du 8 novembre 2023, qui a réorganisé l'entreprise en faisant donc une direction générale et en lui redonnant des missions essentielles, d'une part, en faisant un établissement public à caractère spécial, mais d'autre part, en reprécisant son rôle
de bras séculier de l'État en matière de production des documents sécurisés. Vous savez, Bruno, dans le contexte camerounais, on va parler des élections tout à l'heure, l'ampleur de la production des faux documents, notamment les documents officiels, est terrible. Vous avez un titre foncier, vous croyez en avoir un, mais il est faux. Vous avez un acte de naissance, vous croyez en avoir un, mais il est faux. Pourtant, l'État a pensé que l'imprimerie nationale devait faire ce travail. Et donc, depuis 2023, avant l'État avait déjà refait le top management de l'entreprise, M. Yono est arrivé. Il y a donc eu un ensemble de choses qui sont faites. On avait une dette qui était abyssale, le personnel était permanemment en crise pour salaire non payé. Tout ça a été refait et le papier de tout à l'heure l'a précisé. Pour 2024, on est passé d'un chiffre d'affaires de 2 milliards à 3 milliards, ça c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est que le président de la République, depuis seulement une semaine, vient d'autoriser le ministre de la Communication de permettre à l'imprimerie nationale de contracter avec un consortium ivoiro-français, Impact Exact, qui est l'entreprise qui accompagne le ministère des Relations extérieures dans le e-visa. C'est donc une entreprise qui fait l'imprimerie internationale, qui est compétente, et qui accompagne donc l'imprimerie nationale sur 2 axes. Le premier axe à court terme, c'est de refaire le plateau technique, comme je l'ai dit, pour que les élections puissent se passer dans de très bonnes conditions. Il faut dire qu'actuellement, avant que cet appui n'arrive, l'imprimerie a déjà refait son plateau technique. L'imprimerie est capable de faire des travaux de très bon niveau. La deuxième partie, c'est donc la digitalisation, doit à terme permettre à l'imprimerie de faire le fiduciaire, c'est-à-dire l'imprimerie nationale pourra faire même les billets de banque. C'est une action importante que le chef de l'État a pris et que le ministre de la Communication suit aujourd'hui. Donc, l'imprimerie est au point. Il y a un projet, j'allais dire une nouvelle vie qui commence pour l'imprimerie nationale. Le partenaire Impact est arrivé, Impact International, qui a des moyens, qui a l'expertise. L'imprimerie nationale, comme je l'ai dit, a l'appui de l'État, la volonté de l'État. C'est donc dire qu'à partir de 2025, en tout cas pour la présidentielle, les assurances et de la Direction générale d'imprimerie nationale et du ministre de la Communication sont que l'imprimerie nationale fera ce travail. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller les administrations publiques qui continuent de faire les documents de l'État au quartier, ni de les faire n'importe où, à savoir que l'imprimerie